Écoutez, on a fort bien démarré cette journée. Ce qu'on a entendu dire de notre cher Daniel ce matin. On va continuer en vous parlant des enfants. C'est le sujet de notre première table ronde. Vous savez que pour Daniel Brun, la question de l'enfance a toujours été un des axes principaux de sa recherche, de son étonnement, de son plaisir aussi à pratiquer la psychanalyse. On en parlait souvent ensemble. Elle y a, comme vous savez, consacré beaucoup de ses livres. Michael, un enfant en analyse, juste, en effet, tout à fait passionnant. Dire que c'est quand même assez rare qu'on puisse avoir un livre où un analyste se risque à rapporter pratiquement mot à mot cette année de l'analyse d'un patient. Et c'est extrêmement pédagogique de pouvoir lire un livre comme ça. On a tout, les séances, les rêves, les différentes inventions qui sont celles de Michael et les siennes, justement dans le transfert avec lui, les siennes, Daniel. Et puis aussi, ce livre nous donne vraiment une idée très claire de ce qu'est son travail, bien sûr, mais de sa rigueur et de son inventivité. Quand elle a publié L'enfant donné pour mort, dont on parlait aussi tout à l'heure, qu'elle a écrit complètement en rapport à son expérience dans un service de cancérologie, où elle travaillait comme analyste, et à l'époque, c'était pas rien de travailler comme analyste en cancérologie. On a beaucoup ensemble parlé tout au long de ces années d'amitié et de travail commun. On a beaucoup parlé du travail en médecine, puisque moi-même, un peu après Daniel, je me suis trouvée analyste dans un service de réanimation pédiatrique. Donc ça nous préoccupait énormément. Et Daniel a été vraiment un des précurseurs de ce travail-là, avec Ginette Rimbaud. Donc l'enfant donné pour mort, elle y souligne là l'importance du pronostic annoncé. C'est drôle parce qu'on ce sera repris à la fin de sa vie dans Madame Vertigo, cette question. Le poids des paroles du médecin et l'effet que ça a sur les patients. Et là, sur les enfants, l'effet que ça a, nous disait-elle, sur les parents et particulièrement sur les mères. Daniel s'intéressait particulièrement à ce qui se passait entre les mères et les enfants. Et l'importance, l'impact sur le devenir de l'enfant survivant, quand on dit à des parents, écoutez, là, il n'y a plus rien à faire, ou comme dans le service où je travaillais, comment vous dire, on ne sait pas du tout s'il sera vivant demain, puis de toute façon, s'il est vivant, on ne sait pas dans quel état, parce que c'était des grands prématurés et qu'effectivement, les médecins ne savaient pas s'ils réussiraient à les réanimer et dans quel état. Donc, à partir de là, l'importance du pronostic annoncé, on ne peut pas la nier sur le devenir de l'enfant survivant et la place que cet enfant va avoir à partir de ce moment-là dans le fantasme familial. D'ailleurs, ce fantasme familial, elle y travaillera particulièrement en 2019 dans L'empreinte du corps familial, un livre absolument passionnant, où elle souligne la transmission inconsciente de tout ce qui joue dans une famille d'une manière complètement souterraine. Personne n'est au courant, n'empêche que ça joue et ça agit d'une manière souterraine et dont l'empreinte, dit-elle, va s'inscrire au fil du temps et laisser des traces sur l'enfant, mais non seulement des traces sur sa façon d'être à cet enfant ou de vivre les choses, mais dans le réel de son corps. Puis évidemment d'autres ouvrages encore. On a entendu ce matin « Enfant perturbateur ». Alors évidemment, Daniel, là, enfant perturbateur, qu'est-ce qui nous perturbe chez ces enfants-là? Est-ce que c'est pas juste des enfants qui sont malheureux et qui appellent au secours? C'est ça qu'elle essaie de dire dans ce livre. Pénible, comme dit son entourage? Non, plutôt malheureux.
Et puis Mère majuscule, très intéressant, où elle parle de toutes ces mères empêchées, empêchées d'être mères, parce qu'habitées par une autre image, celle d'un autre enfant. On pourrait dire qu'il vient les hanter, un autre enfant qui vient du passé, réel, qui est le leur, aujourd'hui. Et puis, elle abordera aussi la passion dans l'amitié, et elle nous parle d'amour et de haine. Puis elle nous dit aussi que les amitiés infantiles, oh là là, je parlais, mais il faut vraiment les prendre au sérieux, parce que ce sont de vraies histoires d'amour. Alors, l'insidieuse malfaisance du père, ça m'intéresse beaucoup, ça m'a beaucoup intéressé ce livre, parce que je crois que c'est la seule fois où j'entends Daniel remettre en question son idole absolue, avec Conrad bien sûr, mais son idole absolue, qui est Sigmund Freud, où là, elle se dit que peut-être la façon de Freud de voir... de parler des pères, tout de même, c'est pas si simple. Elle écrit toujours à partir de sa clinique, mais elle écrit aussi à partir de sa propre histoire. Hein. Et cette histoire des pères, elle vient là nous la raconter. Elle remet en question, dans ce livre, j'adore la façon dont elle le dit, il serait temps de remettre en question ce héros au sourire si doux. Et en se demandant si ses aveuglements, son mutisme, ses absences ne joueraient pas un rôle bien plus important qu'on le dit dans la constitution de l'enfant, dans la constitution de son sujet, dans son fantasme. Dans chacun de ses ouvrages, toujours dans un style très freudien, elle insiste sur l'importance du travail, de travailler avec l'enfant sur son fantasme, en lien avec les parents, et sur la nécessité de donner à l'enfant, de lui offrir en quelque sorte, parce que Daniel voit ça un peu comme un cadeau indispensable à lui faire, de lui offrir dès les premiers temps de sa vie un lieu de parole analytique pour l'aider à se construire, pour l'aider à s'approprier sa propre vie. Je la cite, « Les parties perdues ou inaccessibles de son psychisme, faute de sont à récupérer en analyse, faute de transmission structurante émanant de l'inconscient des parents. » Alors, nous savons bien, en effet, en psychanalyse d'enfant, c'est une des grandes difficultés que nous avons à travailler avec les parents et avec les enfants. Et pour un enfant, il y a beaucoup de façons d'appeler au secours. Il peut faire appel pour lui directement, mais il peut aussi faire appel pour un de ses proches. Si bien que, pour essayer de repérer ce qu'il en est de la demande et de qui demande quoi, en psychanalyse d'enfant, évidemment, c'est plus compliqué qu'en psychanalyse d'adulte. Les enfants présentent fréquemment des symptômes qui sont étroitement liés, bien sûr, à la problématique des parents. Pensons par exemple à ces enfants tellement à la mode aujourd'hui, devenus très hyperactifs pour lutter non seulement contre leur déprime, mais aussi quelquefois pour soigner la dépression maternelle. François Dolto nous disait « les enfants insupportables, en fait, c'est l'électrochoc du pauvre ». Donc posez-vous la question de savoir si la mère n'est pas dépressive ou fait pas ce que François disait, une dépression blanche, c'est-à-dire la dépression dont personne ne se rend compte. Mais si vous voyez un môme qui... Parce que c'est vrai qu'un enfant qui court partout, qui grimpe au rideau, qui grimpe au lustre et qui essaie de passer par la fenêtre, vous ne pouvez pas trop être là dans votre coin à vous dire la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Je veux dire, vous êtes obligé de vous lever et de courir après l'enfant. Donc, elle nous disait, c'est un moyen pour l'enfant souvent de lutter contre la dépression maternelle. Et puis, il y a ceux qui sont hyper matures pour protéger maman, chercher à l'occuper en étant hyper demandeur, communicatif si elle a du mal à parler, très sage quelquefois, pour rassurer les parents ou les narcissiser. Ou encore,
et ça c'est un point qui intéressait beaucoup Daniel, bien sûr, ou encore tomber tout le temps malade. Tomber tout le temps malade. Daniel travaillait beaucoup avec les pédiatres, vous savez, posait la question du symptôme physique avec eux. Tomber tout le temps malade pour attirer l'attention, en fait, mais pas seulement pour qu'on s'occupe d'eux, mais en attirant l'attention du médecin, avec l'idée que le médecin allait aussi s'occuper de leur mère. La faisant ainsi soigner, on pourrait dire, par procuration. Je suis malade, alors j'emmène maman chez le médecin. Je vais pas bien, alors j'emmène maman chez le psy. Combien de fois dans nos salles d'attente, on voit d'enfants qui disent « parle avec maman », puis ils prennent un livre. J'ai des souvenirs comme ça. Le truc à l'envers, tu sais, ils lisent le journal. Oui, va parler avec maman. Maman parle à la dame. C'est à mourir de rire. Bien sûr, il y a des enfants qui nous amènent par la main, véritablement, les parents. Alors il faut du temps pour qu'une demande s'élabore, il faut du temps pour qu'on sache qui demande quoi. Et une fois repéré, il faut du temps. Il faut donner du temps à un enfant pour qu'il réalise que, avec la rencontre avec un analyste, on lui propose de rencontrer une personne qui suppose, sous le symptôme qu'il présente, une question. Et ça ne va pas de soi. Il va falloir un moment, faut quelque chose dans la rencontre pour que l'enfant se dise tiens, c'est drôle, c'est la façon dont cette dame, elle me parle, ou dont c'est pas un docteur comme les autres, la façon dont elle me reçoit. Alors il ne s'agit pas de lui donner des réponses à cette question, ou de chercher à l'éduquer, bien sûr, mais il s'agit de l'entendre, cette question, sans chercher à le normaliser. Elle était très inquiète de ce qui se passe de nos jours avec cette espèce de passion de la normalisation. L'enfant doit être normal avant tout. Mais si on cherche à le normaliser, à intervenir de cette façon, ne va faire que accentuer sa mise à l'écart, sa ségrégation en tant qu'enfant, par un souci de morale ou d'éducation. Le psychanalyste ne fait pas, en aucun cas, de l'enfant un objet de soin, à rééduquer, pas plus qu'à guérir, mais il se met juste à l'écoute de l'enfant chercheur, l'enfant petit métaphysicien, qui construit ses propres théories. Et il lui faut le temps de construire ses théories, de se fabriquer. Il s'interroge. Quelle est ma place dans cette famille? Pourquoi je suis là? Que suis-je pour l'autre? Qu'est-ce qu'ils me veulent, ces gens-là? Qu'est-ce qui les rend heureux? Comment les combler? L'enfant, face à la question du désir de l'autre, s'interroge et demande. Et c'est cette demande qu'il nous faut pouvoir entendre un peu. De ces questions, avec Daniel, nous avons souvent parlé. On partageait le même combat, toutes les deux, autant militantes l'une que l'autre, et la même révolte face à la façon dont notre société traite les enfants aujourd'hui, les obligeant à tout prix, comme je vous disais, à se conformer à une norme, à satisfaire les parents, les mettant à une place, ces pauvres enfants qui n'est plus une place d'enfant, c'est une place incroyablement importante, les sommant d'être adaptés sous peine immédiatement d'être étiquetés handicapés. Vous savez bien comment ça se passe à l'école, le moins de problèmes direct, la maison du handicap, et avec la seule perspective offerte, celle d'être rééduqué à tout prix, parce que considérer les enfants comme handicapés, vous savez qu'aujourd'hui il n'y a plus de psychose, hein, il y a plus que du handicap. Considérer les enfants comme handicapés, c'est vraiment régresser à une époque où on prônait la théorie déficitaire, quoi. Les enfants souffrent d'un déficit, ils sont handicapés, donc nous allons les rééduquer. Et excite la question du métaphysicien, du petit enfant métaphysicien. Donc ça, évidemment, c'était un sujet tout à fait important pour elle. Et elle voulait que les enfants puissent être entendus parce que
ce qui l'intéressait dans ces symptômes, c'était la façon dont ça les faisait souffrir. Donner à l'enfant, aussi petit soit-il, le temps et la possibilité de rencontrer quelqu'un qui puisse l'entendre. Alors bien sûr, Daniel et moi parlions ensemble de nos longues années de travail et de l'empreinte de la maladie laissée sur les enfants. Empreinte qui vient s'articuler, comme elle le disait, avec le corps. Et nous constatons donc à chaque fois s'articule avec l'empreinte réelle laissée sur le corps de l'enfant. Nous savons aussi l'importance qu'elle donnait au travail de collaboration avec les médecins, les pédiatres, les pédopsychiatres, et combien elle pensait indispensable de travailler avec eux. Elle en a souvent témoigné, et vous vous souvenez sûrement les uns et les autres, parce que je reconnais beaucoup d'amis parmi vous qui étaient à ces journées organisées par l'association qu'elle présidait, Psychanalyse et Médecine, des journées remarquablement intelligentes et passionnantes, où le principe c'était que des médecins venaient parler des questions qui se posaient pour eux avec des patients. Et à chaque fois, ils étaient discutés par des psychanalystes qui devaient leur renvoyer un écho de la question qui posait. C'était absolument passionnant, parce que tout le monde travaillait, parlait, échangeait dans le respect total, voire l'admiration du travail de l'autre. Et c'était des journées qui nous ont été vraiment précieuses. Alors aujourd'hui, qu'est devenu ce lien entre médecine et psychanalyse, et plus particulièrement entre pédopsychiatrie et psychanalyse? Qu'en est-il aujourd'hui de notre souci de traiter les enfants comme des petits sujets? Alors pour ouvrir cette table ronde, c'est à Bernard Gols qu'il a été demandé d'intervenir. Et alors, chapeau, vous ne pouviez pas trouver mieux. Alors, le professeur Bernard Gols, je ne vais pas vous le présenter, parce que je peux quand même vous dire, vous savez qui est Bernard Gols, quoi. Hein, c'est un de nos grands pédopsychiatres. Il connaissait très bien Daniel, un lien d'amitié avec elle, puis de travail. Professeur des universités, psychanalyste, pédopsychiatre, président de nombreuses associations. Alors, je ne vais pas les citer toutes parce que c'est trop long. Il y en a plein. Pareil pour les articles, hein. Je crois qu'il y en a 300, 350, on ne va pas les citer non plus. Et beaucoup d'ouvrages. Mais par contre, avant de lui passer la parole, je vous parle juste du dernier, paru en 2023. Si vous ne l'avez pas, précipitez-vous pour l'acheter, parce que c'est vraiment bien. Ça s'appelle La pédopsychiatrie aujourd'hui. Donc, vous voyez, ça nous donne une idée un peu de là où on en est. Et le sous-titre que j'aime particulièrement est « Ce que les enfants risquent de perdre ». Voilà, je passe la parole à Bernard. Merci Catherine de cette très aimable introduction, et puis merci aux organisateurs, de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Je suis vraiment très heureux d'y participer avec Catherine, qui est en si bonne compagnie, avec Catherine, qui est une amie, et puis avec Bérangère et Charlotte, qui ont été des merveilleuses psychologues à Necker, à l'époque où j'avais la responsabilité du service de pédopsychiatrie. Voilà, mais enfin, être là, c'est surtout l'occasion d'une grande émotion, car c'est vrai que j'ai été très marqué par la personne et par le travail de Daniel Brun. Toujours été frappé par l'élégance, l'intelligence, la profondeur de sa pensée. Je trouve qu'elle incarnait une psychanalyse vivante, exigeante, mais ouverte, très moderne, inscrite dans son époque. On a commencé à l'entendre là depuis tout à l'heure, et qu'elle avait un don de transmission très clair envers le grand public, dont témoignent les différents ouvrages parus chez Odile Jacob, qui ont déjà été évoqués tout à l'heure. Voilà, donc le thème de la table ronde, l'enfant en analyse, le théâtre intérieur de son roman familial. C'est bien ça, je crois. L'enfant en analyse, le théâtre intérieur de son roman familial. C'est vrai qu'actuellement, la pédopsychiatrie ne fait plus que décrire
des comportements de surface, on le voit bien dans les différentes classifications internationales, et sans prendre aucunement en compte ce monde interne de l'enfant. Voilà, cela se situe, je crois, à l'exact opposé de ce que Daniel a voulu faire valoir tout au long de son trajet professionnel. Et je voudrais essayer de pointer que cette situation est justement liée au fait que la pédopsychiatrie s'est progressivement écartée de ses racines psychanalytiques. En France, je dis souvent aux étudiants pour leur faire retenir les choses, les racines, les racines de la pédopsychiatrie sont un peu différentes dans chaque pays, mais en France, elles sont très psychanalytiques, en Europe du Sud aussi, en général. En France, on parle tout le temps du LSD. C'est même pas psychanalytique, c'est psychédélique presque. Hein. Et c'est vrai que si on connaît bien les travaux de Serge Lebovici, de Michel Soulet, de René Dietkin, on a une bonne vision des débuts de la pédopsychiatrie en France, mais actuellement la pédopsychiatrie s'est progressivement beaucoup écartée de ces racines-là. Je voudrais dire quelques mots quand même de ma rencontre avec Daniel, une rencontre qui m'a beaucoup touché. J'avais été en effet chef de clinique à Necker d'abord, de 79 à 81, dans le service d'un célèbre personnage qui s'appelait Pierre Debré-Ritzen. Alors ne me demandez pas pourquoi j'avais été chef de clinique là. Je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais je pourrais le faire. Mais en tout cas, il est certain que ça m'a fait gagner beaucoup de temps, parce que j'ai très vite vu ce que je ne voulais pas faire tout au long de ma vie. Ça fait gagner du temps, au moins savoir ce qu'on ne veut pas. Et puis après, en 81, justement, à la demande des pédiatres de Saint-Vincent-de-Paul, j'avais poursuivi ce clinica de 79 à 81, de 81 à 83, pardon, dans l'unité de pédopsychiatrie qui était dirigée à l'époque par Françoise Bouchard, une psychanalyste qui s'intéressait d'ailleurs à l'épilepsie, avec son mari aussi, l'épilepsie infantile. Et Daniel faisait partie de cette équipe. Et quand je suis arrivé là-bas, j'avais été présenté comme un grand méchant loup qui était envoyé par Pierre Debré-Ritzen pour transformer de fond en comble l'unité de pédopsychiatrie de Saint-Vincent-de-Paul et en faire un nouveau temple de la pensée organogénétique. Voilà, alors c'est vrai que Françoise Bouchard était assez méfiante. Léon Kressler avait travaillé là aussi à un certain moment. Et à vrai dire, dans ce contexte un peu difficile, comme arrivé, l'une des seules à m'avoir accueilli gentiment, aimablement, gentiment, sans a priori, de manière constructive et apaisante, avait été Daniel. Et je lui en ai toujours été extrêmement reconnaissant. Et puis ensuite, je l'ai rencontré à plusieurs reprises dans le cadre de l'Association européenne de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent que je préside maintenant. Michel Soulet et Pierre Ferrari, qui étaient parmi les fondateurs de cette association, avaient une très très grande estime pour Daniel Brun. À travers eux, j'ai donc été amené à la rencontrer, à travailler à Venise, à Bologne, dans d'autres endroits encore. Elle venait souvent au congrès d'ailleurs, en Italie ou ailleurs, avec Conrad Stein, dont la personnalité était évidemment extrêmement marquante. Lénio Rizzo, mon ami qui est présent ici ce matin, s'en souvient certainement. Voilà, donc dans le cadre de la EPEA, j'ai appris à connaître un petit peu sa pensée, sa façon de voir les choses, et puis ensuite, il y a eu de nombreuses interventions, notamment dans le cadre des colloques que tu viens d'évoquer, Catherine, de la Société de médecine et psychanalyse, 2004-2005. Alors le dernier m'a vraiment frappé, qui était dédié à l'écriture de la psychanalyse en 2021, où j'avais parlé de l'écriture de la psychanalyse à partir d'un travail de Pierre Fédida. Et en travaillant cette intervention et en y réfléchissant, je me disais, mais qu'en est-il aujourd'hui de l'inanité absolue de l'écriture des observations pédopsychiatriques par les médecins et par nos internes aujourd'hui. C'est d'une tristesse accablante. Sans aucune réflexion, non seulement sur ce qu'on écrit, mais justement sur l'acte de l'écriture. Il y a là quelque chose qui est vraiment triste. Voilà, puis il y a eu les colloques pédiatrie et psychanalyse. Avec Alain d'ailleurs et Daniel, il y a eu à un moment, on a eu un DEA qui a été cohabilité ensemble, Paris 5, Paris 7,
Bon, et puis des thèses, des mémoires divers. Enfin, j'ai eu beaucoup d'occasions dans ma vie de rencontrer Daniel. Et ça a beaucoup compté pour moi, comme vous le sentez. Voilà, alors je voudrais essayer de réfléchir un petit peu à cet écartement progressif actuel de la pédopsychiatrie par rapport à la psychanalyse. Comme je suis d'un tempérament optimiste, la situation est dramatique, mais ça devrait s'arranger un jour. Alors j'ai longtemps pensé que je verrais quand ça s'arrangerait. Les années passent, ça s'arrangera peut-être après que je sois mort, mais ça s'arrangera sûrement un jour, parce qu'on ne peut pas continuer très 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 longtemps comme ça. Je voudrais rappeler d'abord qu'en pédopsychiatrie, enfin, c'est quelque chose que, avec Daniel, on a vraiment essayé de partager avec les pédiatres, avec les somaticiens. Notre modèle est résolument polyfactoriel. Et il ne peut être que polyfactoriel. Et c'est vrai que chaque fois qu'on parle de modèle, on nous dit « Mais est-ce que vous êtes sûr que votre modèle est valide ?» Et bon, en tout cas, je ne sais pas, mais moi, je crois que j'ai passé l'âge de vouloir avoir toujours raison. La question n'est pas d'avoir raison, la question c'est de savoir à quoi servent les modèles dont on se sert. Et c'est pas pareil, la validité et l'utilité d'un modèle. Peut-être que certaines situations psychopathologiques ne répondent pas forcément à un modèle polyfactoriel, mais en tout cas, dans la pratique, dans la clinique, dans la manière dont on accueille les enfants et les familles, il est utile de se référer à un modèle polyfactoriel qui essaye de nouer, d'intriquer, de tresser ensemble les facteurs internes, les facteurs externes. C'est la seule façon, d'abord, de pouvoir l'aider de manière pluridimensionnelle et puis d'avoir une vision d'ensemble de l'enfant dans son environnement. Hein. Je vais très vite parce qu'on a peu de temps, mais vous savez que le modèle somatique, c'est un modèle qui est plutôt déductif, qui a une ambition monofactorielle d'essayer de trouver une cause qui explique à peu près l'ensemble du tableau clinique. Et puis c'est un modèle qui se réfère à une temporalité, on va parler de la temporalité tout à l'heure, mais c'est un modèle qui se réfère à une temporalité linéaire classique, le passé, l'histoire de la maladie, le présent, le tableau clinique, le pronostic, le futur, le traitement. Bon. Le modèle psychopathologique ou psychanalytique est strictement opposé à ça. Il est par essence polyfactoriel, depuis le concept freudien de série complémentaire, qui ne date pas d'aujourd'hui. Et quand Freud avait proposé son concept de série complémentaire, c'était vraiment une petite révolution, une petite trouvaille épistémologique, parce que la médecine à l'époque était encore très marquée par le raisonnement type Claude Bernard, et quand il a dit non, une situation névrotique, une situation psychopathologique, ça ne peut pas jamais répondre à une seule cause, c'est forcément des causes multiples, avec, disait-il, même une échelle mobile. Plus les causes internes sont fortes, les points de fixation, plus les facteurs externes ont moins besoin d'être forts, mais ils doivent être là. Et à l'inverse, plus les facteurs internes sont faibles, plus il faut des facteurs externes forts pour déclencher et organiser le tableau psychopathologique. Donc c'était vraiment une trouvaille polyfactorielle. Notre modèle polyfactoriel aujourd'hui est l'héritier épistémologique complexifié, mais l'héritier psychopathologique de ce concept de série complémentaire. Et puis le modèle psychopathologique n'est pas déductif, il est plutôt inférentiel, et surtout, il se réfère à une temporalité qui n'est pas linéaire, mais qui est circulaire, qui est celle de la dynamique de l'après-coup. L'après-coup qu'on doit d'ailleurs lire dans les deux sens, comme nous y a invité intensément, activement, Jean Laplanche. Du présent vers le passé, mais aussi du passé vers le présent. Hein, ce qui est d'ailleurs fait dire, non, c'est pas Jean Laplanche qui a fait dire ça à Tom Robbins, mais plutôt Tom Robbins explique ça à sa manière aussi quand il nous dit cette très jolie phrase « It's never too late to have a happy childhood ». Il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse, au sens que bien sûr on ne va pas changer les événements qu'on a vécus, aussi dramatiques soient-ils, mais par contre on peut changer le rapport, la relation qu'on entretient avec nos souvenirs, notre histoire précoce, c'est-à-dire que nos souvenirs ont des avenirs différents selon la manière dont on les travaille ou dont on ne les travaille pas. Voilà, alors il y a le modèle somatique d'un côté, déductif, monofactoriel et temporalité linéaire, le modèle psychopathologique ou psychanalytique inférentiel, temporalité circulaire et polyfactorielle, et entre les deux, la pédopsychiatrie se cherche
Elle se cherche et elle a du mal à se trouver, je vais vous dire. Elle se cherche, ça dépend un peu des endroits, ça dépend un peu des époques. Dans le pays anglo-saxon actuellement, la pédopsychiatrie se veut très proche du modèle somatique. En Europe du Sud, un certain nombre de pays, la pédopsychiatrie reste quand même assez imprégnée par ses racines psychopathologiques ou psychanalytiques. Mais vous voyez, il y a du flottement. Il y a du flottement et c'est une des sources de difficultés et de polémiques parfois. Alors par rapport à ça, il me semble que le travail de Daniel au sein de la Société médecine et psychanalyse a été extrêmement important pour introduire dans les faits et dans les pensées vraiment une notion de transdisciplinarité. Une vraie transdisciplinarité. Et la vraie transdisciplinarité, c'est très délicat, très difficile, parce que c'est pas simplement une pluridisciplinarité qui juxtapose les savoirs sans beaucoup de joints entre eux, comme une mosaïque sans joints. C'est pas seulement une interdisciplinarité qui additionne de manière un peu fixiste les différentes références. La transdisciplinarité, c'est ça qui était recherché dans les colloques dont on a parlé. C'était vraiment que des personnes d'horizons théorico-cliniques et de formations différentes, des médecins et des psychanalystes par exemple, d'abord se rencontrent, se respectent, s'estiment, savent qu'ils ne travaillent pas avec les mêmes modèles, s'écoutent, s'avancent l'un vers l'autre, comme disait Serge Dobovici, sans perdre leur identité personnelle, mais en étant en position de réception, de disponibilité par rapport à ce qui vient de l'autre. Ça, c'est difficile. C'est difficile aussi dans les synthèses, dans les services, mais c'est difficile dans les congrès, bien sûr, et dans les réflexions en général. Mais quand ça marche, c'est des moments sacrés, parce qu'on a l'impression qu'on comprend parfois ce qu'on dit de différent avec des mêmes mots, ce qu'on dit de pareil avec des mots différents, et parfois, quand ça fonctionne, ces moments sacrés, alors à l'interface, il y a quelque chose de nouveau pour tout le monde qui surgit, auquel on n'avait pas pensé, chacun dans sa chapelle, si je puis dire, et qui est vraiment magique. Voilà. Il me semble que la Société de médecine et psychanalyse, vraiment, c'est cette transdisciplinarité vivante à l'interface respectueuse, mutuelle, qu'elle a essayé de travailler. Alors un tout petit mot sur la crise actuelle de la pédopsychiatrie. En 2018, il y a quelques années, il y a eu le 50e anniversaire du centre Alfred Binet. Et un hommage avait été rendu aux 4 fondateurs de la psychiatrie de l'enfant qui avaient eu affaire avec la SM13, Serge Dobovici, René Dietkin, Colette Chilan et Myriam David. Et on m'avait demandé d'introduire la matinée de ce colloque très, très émouvant aussi, ce qui m'avait permis de rappeler d'ailleurs ma double dette, pour moi formidable, à l'égard de Michel Soulet et de Serge Dobovici ensuite. Mais ce qu'on avait bien senti, c'était que la pédopsychiatrie était en difficulté parce qu'elle s'écartait justement de ses racines psychopathologiques et psychanalytiques. Il y a beaucoup d'autres raisons à la crise actuelle, mais ce que je voudrais essayer de montrer, c'est le risque de cet écart. La même année, avec Marie-Rose Moreau, que tout le monde connaît, avec qui je travaille, qui est une amie, on avait publié une tribune, d'ailleurs, dans le journal Libération, une tribune un peu punch, comme on dit punchline en ce moment. La pédopsychiatrie ne veut pas mourir. Bon, elle veut pas, mais elle veut pas. L'année dernière, j'ai eu l'occasion aussi de travailler aux côtés de Juliette Méadel pour la rédaction du rapport de la Cour des comptes sur l'offre de soins en pédopsychiatrie, et c'est absolument dramatique. On est passé de 6 000 à moins de 2 000 pédopsychiatres en France en quelques années. Les files d'attente sont infiniment longues. La politique de secteur non seulement s'essouffle, mais s'appauvrit et se détruit progressivement. On est vraiment au fond du fond. Alors, une petite bonne nouvelle, puisque je vous ai dit que j'avais décidé d'être optimiste. L'optimisme, ça ne s'attend pas, ça se décrète, parce que sinon, ça ne viendra jamais. Voilà. Alors, quand même, là, le rapport de la Cour des comptes a été l'occasion pour certains sénateurs, vous avez peut-être entendu parler, là, de saisir le gouvernement, le nouveau gouvernement,
pour que la santé mentale des enfants soit une cause nationale. Il faut vraiment qu'on mette les moyens et qu'on se redresse, qu'on touche le fond. Là. Donc ce rapport, j'espère qu'il aura quelques prolongements. Puis il y a le livre que Catherine a gentiment rappelé là. Donc aujourd'hui, il se trouve que je ne suis pas trop mal placé pour bien prendre la mesure de la catastrophe qu'on vit. Voilà. Et je voudrais, là, je terminerai la dernière partie de mon propos, pour rattacher cette catastrophe à cet écartement de la pédopsychiatrie avec la psychanalyse. Je crois que si Danielle voyait ce qu'on voit aujourd'hui, elle serait vraiment très, très affectée de ça. Alors c'est vrai qu'il y a des attaques forcenées depuis longtemps contre la psychanalyse dans l'autisme. Mais il ne faut pas être dupe. Si ça n'était que ça, ce serait déjà très grave. Mais ça n'est pas que ça. Parce que derrière les attaques contre la psychanalyse dans l'autisme, il y a des attaques contre la psychanalyse en général. Et les attaques contre la psychanalyse en général sont en fait des attaques contre le soin psychique. Le soin psychique dans sa dimension globale et forte, au profit, ça a été un tout petit peu évoqué tout à l'heure, de mesures d'aide très opératoires, protocolisées, automatisées et très linéaires. Voilà. Et enfin, derrière les attaques contre le soin psychique, il y a en fait des attaques contre les sciences humaines, tout simplement. Les sciences humaines qui ont quand même vraiment un rôle dans l'histoire de nos universités, des facultés, de la pensée, une place considérable. S'attaquer aux sciences humaines, c'est prendre quand même un risque fascisant, purement et simplement. C'est pas des mots en l'air, parce que vous savez qu'il y a quelques années, un personnage sinistre, Daniel Fasquelle, avait écrit à tous les présidents d'université pour demander l'interdiction pure et simple de l'enseignement de la psychanalyse. Alors, il y a quelques années, les présidents d'université avaient répondu que jusqu'à nouvel ordre, ils étaient maîtres dans leur maison de savoir ce qu'on devait enseigner ou pas enseigner. L'affaire a tourné court, mais je crois qu'il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant compte tenu de tout ce qu'on nous dit aujourd'hui à l'égard de la psychanalyse. Mais quand je repense à ce colloque du cinquantenaire du Centre Alfred Binet, c'est vrai que cet abandon des racines psychanalytiques de la pédopsychiatrie est très risqué. Vous savez que la première génération de pédopsychiatres, donc celle dont j'ai parlé tout à l'heure, LSD, a jeté les bases de cette discipline, ce sont les fondateurs. Bon. La deuxième génération a transmis ce socle initial de connaissances aux médecins, aux psychologues, aux autres professionnels, aux disciplines alliées, comme on dit, à tous les professionnels impliqués dans le champ de l'enfance. Et la troisième génération, celle d'aujourd'hui, se trouve dans un très profond mal d'identité. Car le fait de vouloir calquer le modèle pédopsychiatrique sur le modèle purement médical, eh bien, est très amputant, très, très, très réducteur. Et dans notre domaine, quand on reçoit des enfants, tout à l'heure Catherine a imagé cette situation, si nous ne faisons que décrire, si nous renonçons à comprendre, si nous renonçons à donner du sens, alors on ouvre un boulevard aux traitements psychotropes, linéaires, monotones. Il y a eu un rapport récemment sur l'augmentation très inquiétante de la prescription de psychotropes chez les enfants, le rapport du Haut Conseil de l'enfant, de la famille et de l'adolescent. C'est pas seulement l'existence d'une psychiatrie et d'une pédopsychiatrie authentique qui se trouve ici mise en cause, c'est aussi le respect et la dignité des sujets et des patients dont nous avons la responsabilité en tant que professionnels et soignants de la psyché. Et c'est une des raisons, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est une des raisons pour lesquelles, depuis 2021, donc j'ai fondé cet Institut contemporain de l'enfance dont Catherine et Alain et Adèle Assous, devant moi, font activement partie. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus, mais en disant que moi, en tant que professeur émérite, j'ai encore une responsabilité d'enseignement à la faculté, à l'université. J'essaye inlassablement de rappeler que la psychiatrie, bien sûr, mais la pédopsychiatrie est une clinique de la rencontre et qu'on ne peut pas
faire de diagnostic, d'évaluation, de prise en charge en regardant seulement ce que l'on voit. Il faut aussi prendre en compte ce que les enfants nous font éprouver, nous font ressentir. Il y a la part de soi dans l'autre, c'est vrai, mais il y a aussi la part de l'autre en soi. Et la clinique ne peut pas faire abstraction de cette dimension contre-transférentielle. Une toute petite anecdote aussi, en 2000, peut-être Franck Zigante, qui est devant moi, s'en souvient. En 2002-2003, quand on est passé de Saint-Vincent-de-Paul à Necker, Franck qui était comme éclaireur d'ailleurs en quelque sorte, j'avais fait mon petit tour des pédiatres du site quand même pour me présenter et puis parler un peu des projets qu'on pouvait avoir. Et l'un de ces pédiatres, alors là je dirais pas son nom par charité, un des grands pédiatres de l'époque en tout cas, quand il a compris mon projet, disait « Ah bon, t'es venu à Necker pour soigner les enfants ? Mais si tu voulais faire du soin, c'est pas la peine de venir dans un CHU. » Alors ça, c'est la meilleure quand même. Hein. Enfin, j'ai pensé en tout cas. Ça, c'est quand même la meilleure. Oui, dans un CHU, on fait de la recherche, on fait de l'évaluation. On n'est pas sur le plan psychiatrique, on n'est pas là pour faire du soin. Je lui dis, écoute, on n'est peut-être pas là pour faire du soin, mais moi je suis venu pour ça, donc on va voir comment on peut faire pour s'entendre quand même. Vous voyez le risque, c'est-à-dire le risque, si on se coupe des racines psychopathologiques et psychanalytiques, on est dans une démarche purement d'évaluation, c'est-à-dire on donne la prime à la clinique de l'instant T. Tout savoir sur ce que l'enfant nous montre dans son fonctionnement à l'instant T, mais on passe à côté de la clinique de l'histoire, qui est la clinique du soin, qui est comment le fonctionnement d'aujourd'hui de cet enfant-là va s'inscrire dans l'histoire de sa filiation maternelle, paternelle, de son groupe social, familial, etc. C'est vraiment une question d'éthique et de dignité. Voilà, donc clinique de la rencontre. Et puis pour dire un dernier mot à propos de Danielle, j'en avais parlé de ce livre d'ailleurs avec elle, un livre de Guy Rosolato qui s'appelle « Pour une psychanalyse exploratrice dans la culture ». Et d'ailleurs, après en avoir parlé avec elle, et il était paru en 93, moi, ce concept de psychanalyse exploratrice dans la culture, c'était pour éviter le concept un peu réducteur de psychanalyse appliquée. Voilà. Et Danielle était tout à fait d'accord là-dessus, bien sûr. Eh bien, Danielle, moi, je trouve qu'elle a été une psychanalyste exploratrice des liens entre la médecine, la psychanalyse et la culture, justement. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Bernard. C'est vrai qu'il y a des moments où on se fait un peu l'effet d'être le camp retranché, petit bonhomme, la résistance contre ce qui est en train de se passer. Et c'est quand même assez effrayant, en effet, les attaques contre le soin psychique, avec les risques fascisants dont tu nous parlais. Et c'est vrai que l'inquiétude, c'est que la psychiatrie aujourd'hui, et peut-être encore plus la pédopsychiatrie, on voit bien, est complètement étouffée par une bureaucratie épouvantable, par des interdictions de partout. Enfin, voilà, en ce moment, je m'occupe de l'école expérimentale de Bonneuil. Je peux vous dire que c'est un cauchemar à gérer avec les instances. Mais parce que rien n'est possible, quoi. Ils nous opposent en permanence des tonnes de choses qui empêchent l'inventivité et qui ne tiennent pas vraiment compte des résultats. Ils tiennent compte des coûts, essentiellement. On peut essayer de leur dire que les enfants vont mieux. Non. Par contre, combien ça coûte, ça, oui. Et je crois aussi, si tu veux, qu'on est dans un truc, ce modèle polyfactoriel dont tu nous parles, il faut aussi avoir du temps. On va parler un peu de ce temps-là, mais du temps qu'il faut donner aux patients et qu'il faut se donner à soi-même pour pouvoir y réfléchir et y travailler. Or, il n'y a plus de temps. C'est la science et la possibilité de donner une réponse scientifique, enfin qu'on pense être scientifique, enfin c'est leur façon du genre le numéro de DSM ou le médicament qu'on va donner dans ce cas-là, plaf, c'est plaqué comme ça, on gagne du temps, le temps on n'en a pas, et même les médecins
qui serait de bonne volonté et qui aurait envie d'essayer de comprendre quelque chose au multifactoriel, où est-ce qu'il trouverait le temps à l'hôpital de le faire? Il faut du temps quand même. Et on est absolument pressé en permanence de « Ah non, t'as pas eu assez de patients dans la journée, t'as pas... c'est terrible. On finit par être... Le fait d'imposer des consultations courtes, c'est pas simplement une décision administrative, c'est un choix théorique implicite. C'est-à-dire que dans des consultations courtes, on ne peut plus, justement, faire la place à la clinique de l'histoire. Oui, non, mais c'est sûr, mais tu crois pas que c'est lié aussi au fait qu'il n'y a plus de médecins? Enfin bon, on va pas rentrer dans tous ces mais c'est tout un... bon, il y a un système là qui est véritablement en danger. Quant au... moi, je veux bien qu'on attaque le soin psychique, mais il n'y a jamais eu autant de demandes. Vous voyez les uns et les autres, on est débordés de demandes de patients, débordés, qui n'en ont rien à foutre d'ailleurs du métier qu'on fait. Ils voient juste qu'on est soit un peu psy ou je sais pas quoi, ils ne se renseignent pas plus pour savoir si on a été formé ou on a été formé et comment. Non, ils viennent parce qu'ils n'en peuvent plus. Donc il y a une souffrance qui augmente et il y a de moins en moins de réponses possibles. Non, bon, moi je pense que c'est des attaques qui valent le coup d'être entendues et il faut aussi qu'on puisse se mobiliser. Alors ce temps dont on a tellement besoin, on va maintenant passer la parole justement à la génération suivante, à ceux qui reprennent le flambeau pour ce combat dont nous parlions. Les générations d'après qui ont du travail, hein, mais c'est le moment d'y aller. Hein. Alors tout d'abord Bérangère Rousselot-Pailly, elle est docteur en psychologie, elle est, comme vous disiez, Bernard, elle a psychologue à Necker, elle a travaillé dans le service de Bernard, elle a fait sa thèse avec Bernard, enfin bon, c'est Bernard quoi. Et elle est aujourd'hui psychologue, psychanalyste, maître de conférences aux universités, Paris-Cité, à Paris 5, 7 à Paris 5, à la maison donc. Et elle a déjà signé pas mal d'articles à propos des enfants autistes, qui travaillent beaucoup sur l'autisme. Aujourd'hui, elle va reprendre un des thèmes dont on parle depuis ce matin, elle va nous parler de la temporalité en psychanalyse d'enfants. Bérangère, je te passe la parole. Merci. Alors oui, on va essayer de prendre un peu de temps. La naissance de la psychanalyse de l'enfant, elle s'est faite, effectivement, on l'a rappelé, dans la confrontation de ce qu'on pourrait appeler l'école d'Anna Freud et l'école de Mélanie Klein, et leurs fameuses grandes controverses. Et ces fameuses grandes controverses, à Londres, elles vont être le cadre de référence et cadre d'étude des spécificités de cette pratique, cadre autour duquel les psychanalystes d'enfants, aujourd'hui encore, la nouvelle génération aussi d'ailleurs, se positionnent. Daniel Brun va consacrer, comme vient de le rappeler Pierre-Antoine Hulmeau, de nombreux travaux sur la spécificité de ce travail avec l'enfant. Et notamment, on vient de le citer, elle publie en 1997 le livre « Michael, un enfant en analyse ». Au cours des 230 pages, elle raconte par épisode non chronologique 7 ans de travail d'analyse d'un petit garçon arrivé dans son cabinet vers l'âge de 4 ans. Elle divise son livre en 14 chapitres, et chacun faisant référence à des moments clés de l'analyse de Michael qu'elle va articuler de manière extrêmement fine à des aspects théoriques. Alors je vous laisserai le plaisir de lire ou de relire cette aventure thérapeutique et ne vais pas revenir sur le cas de Michael à proprement parler. Cependant, en le relisant, ce livre et les pistes de Daniel Brun sur la particularité du travail thérapeutique avec un enfant me sont apparus comme profondément actuels. Alors d'abord par la forme. Catherine Vanier vient de nous le rappeler. Effectivement, il est rare, aujourd'hui encore, je crois même inédit, de voir éditer un livre entier racontant la psychanalyse d'un seul patient, qui plus est névrosé. Or, les grands cas publiés en ouvrage sont, me semble-t-il, d'un intérêt clinique hors pair. Alors là, c'est l'enseignante qui parle, mais je pense aux psychologues en devenir qui peuvent, à travers les cours théoriques, avoir du mal à se représenter cette clinique. Ici, Daniel Brun va nous livrer un exemple de pratique clinique en faisant montre de spontanéité, de créativité. Elle dépoussière l'idée que la psychanalyse serait dogmatique et qu'il y a un mode d'emploi unique. Et puis, ce livre pose la question, que Bernard Gold vient aussi d'évoquer, de comment la psychanalyse de l'enfant se place dans une société où la résolution est reine.
Alors selon moi, ça renvoie à la question peut-être de la demande et par là de ce qu'est un symptôme. Communément, le symptôme, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on observe. C'est souvent partagé. En psychanalyse, on parle de conflit psychique, un dysfonctionnement qui concerne la pensée, quelque chose qui est difficilement intégrable et que l'on ne peut pas dépasser aisément. Ainsi, on va s'intéresser à la valeur fonctionnelle du symptôme, c'est-à-dire à quoi sert-il. Le spoiler, c'est que ça sert à résoudre quelque chose qu'on ne comprend pas. Autrement dit, c'est un moyen d'expression. Et devant cette pensée, dans une société où tout doit être rapide, efficace, dans une société du traitement le plus précis, le symptôme, c'est souvent l'objet de la première demande, car le symptôme dérange, et le symptôme, il faut le régler. Alors, je vous ai dit que je ne vous parlerai pas de Michael et de Daniel Brun, mais je vais vous faire part de mon expérience, et je vais essayer de le faire à la Daniel Brun, le plus, en tout cas, modestement possible. Il y a quelques années, débarque dans mon cabinet une mère qui accompagne une petite fille de 3 ans. Elle m'explique, cette maman, de manière très posée, que sa petite fille a un grand frère autiste très sévère et qui a de gros troubles du comportement. Elle imagine que vivre auprès de lui ne peut pas être sans conséquences pour cette petite fille. Alors, lors de ce premier entretien, j'écoute les inquiétudes de cette maman, et bien malgré moi, je me retrouve à chercher des signes, de symptômes d'une éventuelle anxiété chez cet enfant. Mais voilà, pas de symptômes. Elle dort bien, elle mange bien, elle se sépare sans trop de difficultés, elle joue avec ses camarades, elle peut faire le pitre, elle peut faire rigoler son entourage. Bref, pas de symptômes au sens de ce que la pédopsychiatrie nous apprend. Je propose quand même de rencontrer cette petite fille sur quelques séances, plus pour comprendre quelque chose de son fonctionnement et donner par la suite peut-être des pistes de réflexion à cette maman. Je vais la voir 3 fois, 3 séances qui seront rigoureusement similaires. Par 3 fois, cette petite fille va se séparer sans trop de difficulté de sa maman. Elle entre dans mon bureau, s'installe à la petite table et, une fois installée, me demande si maman est bien dans la salle d'attente. Je lui répondrai par la question rhétorique préférée des psychologues, « Qu'en penses-tu » Elle me répondra « Bah oui ». À ma question « Que fait-on » Elle m'exhortera « Bah, on dessine ». Effectivement, il y a des feutres, il y a des feuilles. Bah, dessinons. 3 fois, elle fera des pages entières de bonhommes bâtons, tous similaires les uns les autres, ne se touchant pas. Elle change de couleur un peu de temps en temps. Elle se montre très concentrée sur cette tâche. Mes différents commentaires, je devrais dire constats, tellement elle ne me laissait rien entrevoir comme matériel psychique pendant ces séances, n'eurent en écho que des « bah oui, bah non, bah oui, bah non ». Lors de la 3e séance, j'anticipe un peu la fin de son dessin et m'autorise, devant ce petit caporal-là en chef, de lui dire que nous arrivons à la fin des séances, que je vais faire rentrer sa maman, et que si elle souhaite, ici, je lui rappelle que c'est un endroit où elle peut venir discuter, jouer et dessiner, évidemment. Elle me rétribue à ce moment-là d'un « je sais ». Je lui dis que ce n'est pas une obligation. Exactement. Mais que ce n'est pas une obligation, c'est à elle de choisir et que je vais lui laisser le temps de réfléchir. Je sais. Je fais rentrer sa maman dans le bureau, je prends un petit temps, je crois que je suis plus très sûre de moi à ce moment-là, face à cette petite fille, mais j'explique à la maman qu'a priori elle est bien armée, qu'elle a des ressources et qu'elle semble aller plutôt bien, que je reste disponible si jamais un symptôme apparaîtrait. Je reprends mon petit laïus que je venais de faire à cette petite fille à la fin de la séance et je lui pose un naïf « Qu'en penses-tu » Et là, elle va planter, donc elle a 3 ans, elle plante son regard dans le mien et me dit avec une assurance déconcertante « Bah, bien sûr qu'il faut que tu t'occupes de moi, j'ai un frère handicapé ». Effectivement, voilà une demande. Notre aventure commencera à ce moment précis et durera 4 ans. Alors, pour parler du symptôme, il y a une métaphore que j'aime beaucoup, c'est celle du caillou, le caillou dans la chaussure. On n'est pas vraiment égaux face à ce problème. Un caillou dans une chaussure, ça peut être plus ou moins handicapant en fonction de ce qu'on a à faire, si on doit marcher le GR20 ou rester chez soi. C'est-à-dire qu'il y a une variabilité en fonction de ce qu'on a à traverser, en fonction de comment on est entouré et comment on est équipé. Et qui plus est, on verra des individus qui auront des méthodes plus ou moins efficientes pour continuer à avancer malgré tout. Et cette petite fille, elle avait la méthode. Elle avait la bonne méthode, mais pour combien de temps ? Car oui, la temporalité de l'enfant, l'expression de ce qu'il vit n'est pas la même que celle d'un adulte. L'enfant, on le reçoit dans l'actuel, on le reçoit un peu dans la réalité externe, à la différence de l'adulte pour qui on travaille avec l'infantile, les restes de l'enfance en quelque sorte. Pour l'adulte, l'analyse se fait dans l'après-coup, et ainsi on pourrait peut-être dire que pour l'enfant, il nous livre le coup en direct.
Daniel Brun écrit, dans son ouvrage de Michael, la mise à jour, dans le cours d'une psychanalyse, de ce que l'on peut appeler le roman familial de l'enfant, constitue la métaphore et le fil conducteur du travail qui s'y effectue sur une part ordinairement cachée de l'activité psychique de enfantine. Effectivement, le système psychique de l'enfant ne lui permet pas de structurer sa pensée, ne permet pas de mentaliser de la même façon qu'un adulte, et effectivement de l'exprimer de la même façon. Et de plus, dans l'analyse des enfants, on ne peut pas écarter l'idée que l'enfant est en construction, en mouvance, interne permanent, que rien n'est figé. D'ailleurs, certains de ces mouvements se font en va-et-vient, en progression-régression, en fonction des événements qu'il a à traverser. Et c'est pour cela, comme le rappelle Daniel Brun, que le cadre des séances doit être immuable, afin que l'enfant puisse comprendre que ce qui lui appartient, ses mouvements internes et ce qui lui appartient, Alors, dans les choses qui me surprennent à chaque nouveau travail thérapeutique avec les enfants, c'est leur capacité à intégrer de manière un peu tacite le temps d'une séance. Et rares sont ceux qui ne finissent pas leur jeu ou leur dessin pile dans le temps de la séance. Et c'était particulièrement le cas pour cette petite fille. Là, elle a 5 ans, pour la séquence que je vais vous raconter. Et elle me propose en toute fin de séance, une partie de Mikado. Objectivement, on n'avait pas le temps. Alors le Mikado, j'imagine que tout le monde a en tête les règles du jeu très simples, et particulièrement intéressant avec les enfants, je dirais même plus, je pense que c'est un peu la métaphore de ce qui se passe en séance. Prendre un bâton sans faire bouger la structure. On pourrait dire faire mouvoir un élément sans que le cadre général ne bouge. Je dois dire que cette séance était particulière, car pour la première fois en 2 ans, le frère autiste était dans la salle d'attente. La maman avait déposé sa petite fille, était partie, était revenue un petit peu en avance. Et le frère était là, particulièrement bruyant dans la salle d'attente. Et c'est à ce moment-là qu'elle me propose cette partie. Avec une précision chirurgicale, elle va déplacer les bâtonnets. Plus le frère criait fort dans la salle d'attente, plus cette fillette prenait du temps. Elle verbalisait très doucement « C'est difficile, c'est pas pratique ». Et lorsque c'était à mon tour, elle me disait « Ah là là, tu vas pas y arriver, on dirait que tu as un problème, tu vas tout casser ». De quoi parlait-elle ? Je me suis retrouvée dans un dilemme à ce moment-là. Ce moment, il était si riche que je ne pouvais l'interrompre, dans les 2 sens du terme. Il n'y avait pas de place à l'interprétation, pas de place à la fin. Elle grappilla ainsi 6-7 minutes, ce qui est très long, dans le cadre. En sortant du bureau, elle regarda son frère et lui dit, dans une douceur, masquant une certaine agressivité certainement, « Désolée, c'était long pour toi. » Elle chamboule le cadre, mon cadre, et me fait à minima vivre ce que certainement, elle vivait, l'embarras d'avoir un frère handicapé. Et puis, il y a cette notion de problème, de casser, qui lui permettait de dire certains fantasmes sur lesquels sa vie psychique s'était organisée. Daniel Brun reprend dans un des chapitres de Michael les théories sexuelles infantiles et écrit cette phrase « D'où viennent les enfants ? Cette question, la plus vieille et la plus brûlante de l'humanité, fait de l'enfant un théoricien inventif. » Dans le cas de cette petite fille, je dirais qu'en outre l'inventivité, la question du risque émanait. Comment garder un caractère universel à cette question quand l'exception est dans sa propre maison ? Alors nous, les psychanalystes d'enfants, on apprend à interpréter les dessins, les jeux. Et ça, ce sera notre matériel interprétatif, au même titre que la parole chez les adultes. Interpréter ce que nous montre l'enfant comme le signifiant de son vécu va participer à l'élaboration de ses symptômes également. Et en effet, l'enfant va adresser au thérapeute quelque chose qui se passe pour lui. En effet, en investissant quelque chose de la relation avec la psy, l'enfant va participer au transfert, ce transfert qui peut soit être directement interprété, comme le pensait Mélanie Klein, soit pas, comme le pensait Anna Freud. Cette fois-là, le transfert me laissa muette. Daniel Brun écrit « La mise à jour dans le cours d'une psychanalyse de ce que l'on peut appeler le roman familial de l'enfant ». Je vous l'ai déjà dit. Le roman familial, est une constance dans la vie de l'enfant et il est la transposition des théories secrètes qui guident son accession au savoir sur le sexe et sur l'amour. C'est ainsi qu'elle clôture son ouvrage. Je vais vous parler de la dernière séance, des séances de au revoir. Alors, se dire au revoir, bien sûr, renvoie à se séparer et aux angoisses primitives sous-jacentes. Notre petite fille a 7 ans. Elle est en CE1 et nous nous voyons maintenant plus qu'une séance tous les 15 jours.
Les parents m'apprennent qu'à la fin de l'année, ils vont déménager en Bretagne. Le fait d'être averti me permet, quelque temps avant la fin des séances, d'amener cette notion de séparation, car de son côté, comme à son habitude, rien ne transparaît. Sur les 2 dernières séances, elle fera un dessin, le même quasiment à quelques détails près. Le premier, un jardin fleuri avec une cabane, toute décorée de petits détails. Elle pourrait dire qu'elle aime beaucoup ce dessin car il est très beau et que l'endroit lui plaît. Elle me décrira un à un les éléments. Une fleur qui a bien poussé, un arbre avec beaucoup d'animaux et même un coin potager. Des papillons et des oiseaux et pas de nuages. Elle finit en prenant un dernier feutre, le débouche, le lève et après avoir marqué un petit temps d'arrêt, va le reposer en disant « Non, tout est à sa place ». Je propose alors une interprétation forte dans le transfert. C'est un peu comme ici, un endroit où beaucoup de choses se sont mises à leur place. Elle m'ignore, ça fait 4 ans, j'ai l'habitude. Mais elle va me demander de pouvoir ranger dans sa pochette le dessin qu'elle va placer tout au fond, bien précieusement. Et lors de notre dernière séance, le dessin sera très semblable, les mêmes éléments dans le jardin. En revanche, la cabane sera dessinée très simplement. Un carré, un triangle marron à poser dessus, une minuscule porte. Je lui dis, je reconnais le jardin, est-ce au même endroit? Je me demande, car cette cabane semble être quand même différente de la dernière fois. Elle me répond, bah oui, c'est normal, la cabane là, elle est abandonnée. Tu crois vraiment qu'elle est abandonnée, lui dirais-je, dans mon contre-transfert. Bah oui, tout le monde est parti, elle reste dans le jardin fleuri et bientôt le jardin prendra toute la place, il y aura des lianes partout. Les graines plantées continueront à pousser, alors donc, à l'instar peut-être des idées élaborées dans mon bureau qui continueront leur chemin en dehors de cet espace. Pour la petite anecdote, elle retourne le dessin et écrit en titre « La cabane abonnée » à la place d'abandonnée. Abonnée à quoi? Une fois de plus, je resterai muette face à cette fillette, si sûre d'elle. Donc effectivement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse pour un enfant pour consulter. Dans une société du culte de l'efficacité, de la résolution rapide, s'intéresser uniquement aux symptômes, c'est passer à côté de ce que l'enfant vit. Ainsi, le temps de l'analyse, qui pourrait paraître luxueux, ne l'est pas tant que ça. En guise de conclusion, je vais citer Daniel Brun, qui donne une définition finalement, enfin je crois que ça pourrait être même une définition complète de ce qu'est une psychanalyse d'enfant. Sur la scène de son théâtre intérieur, sans en avoir pleinement conscience, l'enfant devient son propre biographe pour reconstruire l'histoire de la filiation. Dans cette œuvre secrète, à mi-chemin entre mythe et réalité, où ses investigations privées sur la sexualité prennent leur essor, il fait de ses parents, comme de ses frères et sœurs, les protagonistes d'un roman dont il est à la fois auteur et principal acteur. Merci Bérangère. C'est vraiment très très intéressant la façon dont tu nous montres que être suffisamment disponible finalement et en temps et en espace psychique va permettre que beaucoup de choses se passent avec les enfants. Et vraiment c'est tout à fait... la façon dont elle intervient, cette petite fille, la façon dont elle te répond, ils sont beaucoup plus malins que nous, c'est ça le problème. C'est que pour travailler avec eux, quelquefois c'est compliqué parce qu'on se sent, on se dit mais je suis bête ou quoi. Oui. Ah ben bien sûr. Formidable, Bérangère, ça vraiment extrêmement intéressant. Mais ce que vous montrez, justement, c'est que dans le cadre d'une démarche psychanalytique, psychothérapeutique et psychopathologique, le point important, le ressort, c'est la subjectivation de la démarche, l'appropriation subjective de la démarche par l'enfant lui-même. Ça, c'est formidable. Comment voulez-vous qu'un enfant s'approprie subjectivement le fait d'aller passer un ADI ou un ADOS ou dans un service? Ça a du sens pour les parents peut-être, mais ça ne peut pas vraiment en prendre pour lui. Là on est vraiment dans un drame, hein, c'est la clinique de la rencontre. Une toute petite anecdote, c'était à Necker, peut-être Franck s'en souvient. Un jour, souvent je reçois les enfants d'abord, en première consultation, avant même les parents. Bon, chacun fait comme il veut, moi je me sens bien comme ça. Avec l'âge ça me passera peut-être, mais pour l'instant c'est comme ça encore. Je vais chercher une petite fille de 2 ans.
dans la salle d'attente, haute comme 3 pommes, particulièrement petite, mais particulièrement harmonieuse. Bon, bien sûr, je ne fais pas de forcing si l'enfant ne veut pas venir. Je lui demande est-ce que... Voilà, les parents ont l'air tout à fait d'accord, et je me vois dans le couloir, là, partir vers mon bureau avec une petite fille de tout à fait minuscule, et on va dans mon bureau, je ferme la porte, tellement minuscule que pour grimper sur la chaise, elle avait du mal. Voilà, donc je la laisse faire quand même. Moi, je m'assois sur ma chaise, je la laisse continuer. Et puis pendant qu'elle était en train d'escalader, une phrase me vient et je me dis, mais pourquoi je vais aller dire ça à une petite fille de 2 ans? Ça n'a aucun sens. Et pourtant, j'avais envie de lui dire. Donc elle s'installe, voilà, et je lui dis, et comment va la vie? Et elle se retourne à peine à l'escalier, elle dit, dur. 2 ans. Voilà. Et finalement, là, j'étais content, parce qu'elle pouvait s'approprier quelque chose de la démarche, alors que pour aller faire un test X ou Y, c'est pas pareil. Voilà. Oui, mais même regarde, moi, ce qui me fait de la peine, en fait, même pas que c'est pas que ça me surprend, ça me fait de la peine. Au-delà du test, encore le test, comme tu dis, d'en faire quelque chose de subjectif pour un enfant, c'est sûrement un peu compliqué. Mais au-delà du test, le nombre d'enfants qui débarquent chez nous, qui viennent de chez d'autres psys, et à qui tu dis « Ah, mais ton papa me dit que tu allais voir Madame Durand, tu as été longtemps, hein, tu as été pendant 3 ans, 4 ans, oui. Et pourquoi tu y allais ? Qu'est-ce que tu faisais chez cette dame ?» Et le môme, il te regarde les yeux comme ça, et il te dit, bah, je sais pas. J'y allais parce que c'était mercredi et qu'il était 15h. Mais voilà, donc ça vient s'inscrire dans leur emploi du temps absolument infernal. Et comment c'est vrai que moi, ça me questionne en supervision. Je demande, quand je reçois des gens en contrôle, en supervision, j'essaie de leur dire vraiment, et qui travaillent avec des enfants, vraiment, essayer de travailler la question de la demande. Les enfants ne savent pas pourquoi ils viennent nous voir. Ils viennent nous voir pour faire plaisir à maman, pour faire plaisir à papa. Parce que, sans parler des parents, vous avez tous eu ça, des parents qui débarquent avec « Bon, tu réponds bien aux questions de la dame et tu auras des gâteaux. » Voilà, alors, ou tu auras un jouet. Alors ils attendent en sortant d'aller au magasin de jouets pour avoir un jouet, parce qu'ils ont bien répondu à nos questions. Mais au secours. Donc là, avec Bérangère, c'est vrai qu'on voit bien comment cette petite fille s'est complètement approprié l'affaire et le travail. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que moi, d'un premier abord, je me retrouve à pas considérer autre chose que le symptôme, parce que effectivement que le symptôme, parce que j'ai effectivement une liste d'attente pas possible et que je me dis bon, elle va bien, elle va s'en sortir, et donc ne pas lui laisser ce temps-là. Voilà, et là elle t'a bien dit le contraire. Elle m'a tout à fait affirmé sa demande. Ça, c'est le génie des enfants. Moi, c'est pour ça que vous savez que je suis vieille comme tout aujourd'hui, et je continue à travailler avec des enfants parce que je trouve que c'est un tel bonheur de voir que des adultes. Je pense que je serais triste de plus voir d'enfants. Donc je continue à avoir des enfants parce que d'abord l'intelligence de ces enfants, la façon dont ils vous surprennent, la façon dont ils vous délogent, la façon qu'ils ont de vous dire écoute, te prends pas pour une analyste là parce que tu vas m'emmerder, moi je vais te dire qui t'es, ce que tu fais et pourquoi ça sert à rien ce que tu me dis. C'est absolument fantastique. Je veux dire, c'est les enfants qui vous permettent de continuer comme ça infiniment votre propre analyse et qui nous permettent de ne pas devenir complètement gâteux et prétentieux. Hein? Bon, en tout cas, merci vraiment Bérangère. Alors maintenant, on va passer la parole à Charlotte Hulmeau. Charlotte, tout pareil, beaucoup pareil que Bérangère. Elle a fait un doctorat, elle a travaillé à Sainte-Anne. Le doctorat, il y avait aussi Bernard Gols qui était dans le coup. Dis donc, Bernard, il y a des doctorats que tu n'as pas fait passer, toi? Très peu, en fait. Voilà. Il y avait Bernard qui était dans le coup aussi. Et puis elle est psychologue, psychanalyste, et elle reçoit des enfants. Et puis voilà, je suis particulièrement émue de passer la parole à notre Charlotte, parce qu'on parlait de prendre le relais, on parlait de la relève, on parlait
la continuation du travail du village de Babaourom. Et Charlotte, justement, elle est la petite fille de Daniel. Et Charlotte, on l'a connue toute petite, elle est la petite fille de Daniel. Daniel a suivi son chemin et ses études. Et je peux vous dire, pas qu'elle entende parce qu'elle va être prétentieuse après, elle était très très fière de sa Charlotte. Voilà, alors je passe la parole à notre Charlotte qui va nous parler du corps de l'enfant comme lieu de cohabitation. Merci beaucoup Catherine. Je suis très très contente de cette journée et je vais aujourd'hui parler du corps de l'enfant et plus précisément de celui de l'enfant autiste. Pour cela, je m'appuierai sur des notions clés de l'œuvre de Daniel Brun et je commencerai par l'idée brillante qui était la sienne de penser le corps comme une maison à habiter. En effet, elle écrit à plusieurs reprises « Un corps peut s'habiter comme une maison ». À la question « Comment ?», elle répond « Habiter son corps est un acte psychique appuyé sur du sensoriel qui participe de la construction identitaire. » C'est ce lien au sensoriel qui m'a intéressée et qui fait écho à mon travail de recherche, car ce que Daniel Brun nous dit dans cette explication, c'est que pour habiter son corps, il faut pouvoir lier vie psychique et sensorialité. Je vais en profiter pour vous raconter brièvement l'histoire de la sensorialité et la place essentielle qu'elle a dans le développement de l'enfant. Pour cela, imaginons tous un bébé qui vient de naître. Celui-ci, déjà équipé, même si à minima, d'une sensorialité, d'un système sensoriel, est d'emblée confronté à de nouvelles premières sensations. Lorsqu'il naît, le bébé passe d'un environnement intra-utérin à extra-utérin. Se produit alors un changement d'environnement, en quelque sorte une cassure. C'est en partie ce qu'Otto cherche à démontrer lorsqu'il parle de traumatisme de la naissance. Néanmoins, dans cette discontinuité, le seul continuum perceptible serait la sensorialité. Le bébé entre en contact avec l'environnement à travers la continuation de ses sensations corporelles et la réception de celles-ci par ses parents. La rencontre entre le bébé et ses parents n'est donc possible que via un éveil sensoriel, dans un corps à corps. Les sens qui petit à petit prennent forme vont se lier entre eux, en même temps que l'on s'attache à l'autre. Ainsi, au fur et à mesure de l'expérience, de la répétition et du partage de ses sensations, le bébé va progressivement apprendre à les tisser entre elles. Tel un véritable travail de patchwork, rassembler différentes sensations et objets pour pouvoir créer un tout, construire une unité, une enveloppe dans laquelle déposer notre expérience, en effet, une maison. La sensorialité serait pour ainsi dire la serrure de cette maison que le corps représente. Néanmoins, cela n'est possible que lorsqu'on développe une sensorialité suffisamment harmonieuse pour être en lien. En effet, lorsqu'une synchronie sensorielle est possible, la sensorialité devient serrure. Néanmoins, lorsqu'elle ne peut aboutir à ce travail de tissage, c'est-à-dire que lorsqu'on possède une sensorialité qui ne fonctionne pas de façon synchrone, il arrive parfois d'être face à une porte où il n'y a pas de serrure. Tel est souvent le ressenti que l'on peut avoir après avoir rencontré une personne autiste pour la première fois. En effet, les difficultés sensorielles sont quasiment tout le temps présentes chez les enfants autistes et peuvent être une entrave majeure dans l'accès à la communication et l'interaction. Il est souvent difficile pour les enfants autistes de lier leurs sens entre eux et de se lier au sens du langage. Daniel Brun poursuit dans son explication sur le corps et écrit « Habiter son corps, c'est en dépit des modifications et changements qu'il connaît tout au long de la vie, parvenir à garder un espace où pouvoir dire « moi, je ». Je fais à nouveau un lien avec la clinique de l'autisme, car dire « moi, je » est certainement une des tâches les plus difficiles à aboutir pour un enfant autiste, qui serait alors privé de cette possibilité de s'approprier son corps en même temps que son vécu psychique. Ainsi, j'imagine que pour le sujet autiste, il ne s'agit pas tant de garder un espace à l'intérieur de soi où pouvoir dire « moi, je », sinon de le découvrir. Une autre caractéristique typique de l'autisme qui vient illustrer mon propos est la difficulté à utiliser les pronoms personnels. En effet, on observe souvent chez ces enfants
des confusions entre « je » et « tu ». Ils peuvent d'ailleurs souvent parler d'eux à la troisième personne, à l'image d'une certaine indifférenciation entre soi et autrui. L'impossibilité de pouvoir se penser comme une entité à part entière. Que penser alors d'un corps où il n'est pas possible d'accéder à cet espace de « je ». Nous pouvons retenir les deux écoutes du mot « je », le pronom personnel et le verbe « jouer », car il est vrai que les enfants autistes ont également du mal à jouer. Daniel Brun portait un intérêt particulier au corps, et notamment à celui de l'enfant malade. Après avoir travaillé pendant de nombreuses années dans le service d'oncologie pédiatrique à Gustave-Roussy, elle s'est intéressée à l'impact de la maladie dans le vécu de l'enfant et ses parents. Elle y observe les remaniements que la maladie suscite dans l'investissement du corps et des liens, ainsi que les traces qu'elle y laisse. En restant sur son idée centrale que le corps est une maison à habiter, lorsque la maladie frappe l'enfant, cette maison est soudainement effractée, intrusée, et secoue toutes les personnes qui y habitent. En effet, si Winnicott disait « un bébé, tout seul, cela n'existe pas », on imagine donc que le corps de l'enfant est une maison où il ne vit pas seul. Le nouveau-né n'a pas la conscience de son corps, ni la possibilité de se le représenter comme un tout. Son corps et celui de ses parents ne font qu'un. Ainsi, le corps de l'enfant est une maison où il n'est pas seul, si ce n'est qu'il va progressivement découvrir ce que veut dire avoir une chambre à soi pour vouloir ensuite l'agrandir. On comprend mieux pourquoi le jeune enfant fait tout pour fuir sa chambre, là où l'ado ne sait plus comment faire pour en sortir. Le corps de l'enfant aurait donc pour caractéristique d'être un lieu de cohabitation. Il devient ce lieu où l'on fait cohabiter toutes les personnes qui nous font exister et tous les moments vécus, conscients et inconscients. Ainsi, s'occuper d'un enfant revient inévitablement à s'occuper de ses parents, tout comme accompagner un adulte signifie aussi s'occuper de l'enfant qu'il a été. Lorsqu'un enfant est malade, c'est tous les habitants de la maison qui sont touchés par la maladie, fantômes inclus. Les corps des parents sont aussi touchés dans leur corporéité, lieu où tout commence. Le fait qu'on utilise souvent l'expression « tomber malade » reflète en partie l'archaïsme qui se réveille face à la maladie qui nous propulse vers des zones où les mots ne peuvent pas toujours accéder, à l'image de chambres inconscientes que l'on découvrirait avec effroi. Alors que Daniel Brun pensait à la maladie somatique dans sa réflexion, la question se pose peut-être différemment lorsque l'on pense aux troubles du développement et notamment à l'autisme. L'annonce diagnostique est tout aussi bouleversante dans les deux cas. Néanmoins, la perspective temporelle varie, tout comme la configuration familiale. On ne dit d'ailleurs pas d'un enfant venant d'apprendre qu'il est autiste qu'il est tombé dans l'autisme, un peu comme si l'enfant autiste s'était construit tombé. Le fait que le pronostic vital ne soit pas engagé dans la plupart des cas pédopsychiatriques modifie la tournure que peuvent prendre les angoisses de mort et la place donnée aux soins ainsi qu'aux médecins. Ce dernier étant d'ailleurs la personne qui s'invite chez soi et que l'on s'efforce d'accueillir comme s'il pouvait être le parent tout-puissant rassurant ou à l'inverse que l'on cherche à dégager à tout prix. Néanmoins, l'impact que la maladie et le trouble du développement ont sur la représentation du corps est considérable. La maladie de l'enfant résonne dans le corps de son parent. Je donnerai ici un exemple clinique d'un enfant autiste qui avait un énorme bruxisme quasi permanent. Sa mère disait « J'ai mal aux dents de l'entendre grincer toute la journée. Ça me crispe, ça me paralyse et je ne sais plus comment faire pour qu'il s'arrête. » Cette femme décrivait une sensation d'enfermement en miroir à celle que vivait son fils. Tel était leur paradoxe. Ils se retrouvaient là où ils ne pouvaient s'accorder. Lorsque cette mère m'a raconté son ressenti corporel face à son enfant, j'ai réalisé à quel point la douleur de l'enfant autiste, et certainement celle de l'enfant malade aussi, ne peut se dire que lorsque celui qui l'observe peut l'éprouver en miroir. Dans son dernier livre, publié après sa mort, Daniel Brun nous livre un récit à la première personne de son expérience face à la maladie et de sa rencontre avec une médecine hyper connectée, même si paradoxalement déconnectée du discours du patient. Elle revient sur son idée d'un corps maison, mais cette fois-ci, elle y ajoute que lorsque celui-ci rencontre la maladie, il se transforme en un navire, et là je cite Daniel Brun, qui se doit de naviguer dans les eaux fluviales de la médecine. En reprenant cette métaphore imagée du navire, pour penser la maladie de l'enfant,
On a l'image d'un bateau que l'on cherche désespérément à mener à bon port pendant la tempête pouvant être la maladie par exemple. Cette notion de navire m'évoque particulièrement l'enfant autiste. Je ne m'étais jamais représenté son corps tel un bateau qui ne pourrait jamais se poser sur la terre, un navire dont on ne comprend pas pourquoi il ne peut se laisser guider par la lumière du phare qui l'appelle alors que les conditions météo sont bonnes. Un bateau seul au monde, où l'on ne regarde pas en face pour savoir si des horizons s'y dessinent. Ce n'est pas ce que les enfants autistes recherchent sur leur bateau, c'est le mouvement perpétuel qu'ils veulent, celui de l'eau. Être et avoir sont confondus, tout comme le sont eau et soi. Je pense par exemple à la mère d'un patient qui disait de son fils autiste lorsqu'il était bébé « Quand je le portais dans mes bras, j'avais l'impression qu'il coulait ». Cet enfant pouvait d'ailleurs passer des heures à regarder l'eau couler ou encore à transvaser de l'eau d'un seau à l'autre, comme si la sensation du liquide lui permettait alors d'être en accord avec son fonctionnement psychique de par l'accordage sensoriel qui pouvait avoir lieu. On le revoit également se désorganiser après que l'adulte mette fin à son jeu. Il devenait tout mou, on ne savait comment faire pour le contenir, telle une eau qui coule et nous file des doigts. Ces métaphores imagées de la maison et du navire sont également précieuses pour illustrer la psychothérapie de l'enfant. Pour la thérapie de l'enfant autiste, il faut en effet partir en mer, où l'on craint parfois de ne partir à la dérive. Apprendre à poser l'ancre, puis la lever, telle serait la première étape de la thérapie d'un enfant. Poser l'ancre pour se rencontrer, la lever pour se séparer. Le thérapeute transforme à son tour son corps en bateau pour le suivre et trouver un lieu où ils peuvent se rencontrer. Ce n'est qu'après qu'il sera possible d'être invité à monter sur le navire de l'enfant. Pour l'enfant névrosé, la thérapie consisterait en une rencontre qui permettrait progressivement au thérapeute, lorsque l'enfant l'y invite bien sûr, d'accéder dans sa maison et d'y découvrir les personnes qui l'habitent et les souvenirs liés à chaque endroit. Le psy l'aidera ensuite à imaginer des travaux, ranger, repeindre et tout ce qui peut habiter une maison. Il faut cependant garder à l'esprit que tout corps, lorsqu'il nous échappe, peut devenir navire. Cela ne représente pas uniquement la clinique de l'enfant autiste. Ainsi, certains outils thérapeutiques propres à la clinique de l'autisme sont également précieux pour travailler avec d'autres enfants et les adultes aussi d'ailleurs. Daniel Brun a consacré une grande partie de sa vie à la psychanalyse et tout particulièrement à créer des liens entre médecine et psychanalyse dans le but d'accompagner au mieux les patients et de toujours leur permettre d'accéder à leur voix intérieure pour rester maîtres de leur corps, même quand celui-ci leur échappe. Elle nous invite à penser la malléabilité du corps dans sa globalité, maison, mais mobile, tel un navire parfois. J'ai eu la chance car Daniel Brun m'a raconté la psychanalyse comme elle me racontait les histoires de famille, parfois en même temps peut-être. C'est ce mot « raconter » que je retiens pour conclure mon propos, car certainement que la façon d'habiter son corps, c'est de pouvoir se raconter son histoire. La narrativité a donc une place fondamentale dans l'œuvre de Daniel Brun, alors même qu'elle n'employait ce mot que très rarement. Pourquoi habiter dans son propre corps? Il faut donc réussir à raconter ceux qui y vivent et la place qu'on leur donne. Merci. Merci Charlotte. La transmission, ça marche quand même. C'est très très passionnant le travail avec les enfants autistes. Moi j'ai travaillé toute ma vie avec des enfants autistes et c'est vrai qu'il faut une certaine plasticité cérébrale, j'ai envie de dire, pour pouvoir s'adapter à chaque moment dans la façon dont ils nous coincent ou dont ils nous questionnent. Oui, je voulais passer la parole aussi à la salle, on va vous passer la parole, mais juste dire que, parce que tu évoquais ça, Charlotte, et en effet, je trouve que c'est un problème pour les gens qui commencent à recevoir, qui s'installent comme analystes, et qui nous disent qu'ils ne travailleront qu'avec des adultes. Je trouve que c'est un problème parce que travailler avec les enfants, c'est une excellente formation. Les enfants et les psychotiques, voire les autistes. Si tu veux, là, on est tellement au travail avec de l'archaïque que c'est absolument important aussi
Quand on reçoit des parents, des gens, des adultes névrosés, et pas seulement psychotiques. Enfin, pour travailler comme analyste, il faudrait... je crois que ça existait en Angleterre à un moment, dans une des écoles anglaises, mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait un passage obligatoire par la psychanalyse d'enfants et par le travail avec l'autisme. Et puis après, on pourrait s'installer comme analyste pour adultes. Mais bon, vous voyez, ça, c'est tous les grands projets. Oui, puis on va passer la parole à... Parce que je ne connaissais pas à l'avance les deux interventions de Bérangère et de Charlotte. Et je trouve qu'elles mettent bien en vue, en lumière, un point très intéressant dont j'avais l'occasion de parler avec Daniel Brun, qui est la question de la demande des enfants. La demande qui est plus ou moins adressée à un objet précis. Là, on voit bien avec Bérangère, la petite fille, elle a quand même une structuration psychique, et elle dit, bien sûr, il faut que tu t'occupes de moi, puisque j'ai un petit frère handicapé, je ne sais pas ces termes exactement. Alors qu'avec les enfants autistes, bien sûr, ils demandent quelque chose, sinon on ne pourrait pas s'en occuper. Mais au début, en tout cas, ils ne nous le demandent pas à nous en tant que nous. Ils nous le demandent à nous comme un environnement qui va leur renvoyer quelque chose de leur être et de leur existence. Et là, la question de la synchronisation polysensorielle est très importante. Parce qu'eux, ils ont du mal avec ça. Mais en face d'eux, on peut avoir du mal, nous aussi, à habiter notre corps et notre réponse. Et c'est, je trouve ça, les deux interventions très complémentaires. Là. Demande intransitive, on pourrait dire, mais qui doit s'objectaliser doucement. Et il faut toute la délicatesse pour apparaître à l'enfant comme une personne qui n'est pas intrusive. Ah oui, au début, l'enfant autiste, c'est une menace d'être en face de lui, pour lui. C'est une menace de le regarder, c'est une menace de s'adresser à lui, et terrifié. Donc, il faut réussir à se faire admettre. Je suppose que vous avez des questions à poser dans la salle. Est-ce qu'on a un micro, oui, Bérangère? Ouais, génial. L'occasion de pouvoir... Ça marche? Oui. C'est l'occasion de pouvoir poser des questions, même si elles ne sont pas forcément en lien avec les textes que l'on vient de lire, mais aussi sur l'analyse de l'enfant. S'il y a même des questions théorico-pratiques, elles sont tout à fait la bienvenue. Pour rebondir juste sur ce que tu as dit, Catherine, les analystes qui voient exclusivement des adultes, parfois on les appelle les analystes purs et durs. Voilà. Et moi, je ne me sens pas par essence impur et mou, parce que je reçois des enfants. Hein. Et au contraire, je pense que ça m'aide à recevoir les adultes. Quand vous avez parlé de la sensorialité, ce qui m'est venu, c'est le choc. Où est l'image? Quel est le choc de l'image? Parce que c'est aussi un enfant qui se sent vu. Et voilà, c'était... je pense que c'est quelque chose de très important, le lien. Et d'ailleurs, Lacan, ça joue un rôle fondateur et décisif dans sa pensée dont nous sommes nourris. Voilà. Absolument, je pense que c'est vrai que cette question de l'image est essentielle et elle demande à évoquer aussi la capacité de représentation qui est entravée chez l'enfant autiste et qui crée finalement une forme de dysynchronie aussi entre l'adulte, parfois le thérapeute qui l'observe, mais pas forcément le thérapeute non plus, qui a accès à une image de l'enfant, là où l'enfant n'en a pas une de celui qui l'observe. Et c'est essentiel parce que ça fait partie aussi des axes de travail d'une thérapie d'enfant autiste, par exemple. C'est comment permettre à cet enfant d'accéder à la représentation, de se construire une image qui deviendrait en quelque sorte un repère aussi. Je reprends cette métaphore de la maison ou du navire, qui serait une façon de
matérialiser ou de laisser une trace de ces affaires personnelles qui sont les expériences que l'on porte en soi, et de pouvoir justement non pas s'en débarrasser, mais de pouvoir les partager. L'image et le partage, donc l'image, la place de l'image dans la rencontre avec un enfant autiste, absolument. Je pense aux travaux de Pierre Aulagnier aussi, notamment, qui sont essentiels. Merci. Souvent, quand on travaille avec les autistes, on est en deçà du miroir. Il n'y a pas tellement de constitution d'image encore. Bon, je reçois volontiers ce micro qu'on m'a donné. Et bon, après que Bernard a eu la gentillesse de me citer, je suis Lenny Orizzo italien. Oui. Et bon, juste quelques mots de témoignage de mes passages avec Daniel Brun, et bon, que j'ai connu dans les années 80 avec Conrad en Italie à l'occasion d'une première invitation à un colloque, et que j'ai continué à fréquenter pendant 40 ans, Daniel. Conrad un peu moins, évidemment. Donc, il s'est agi d'une amitié profonde, très, disons, qui a eu beaucoup de moments de rencontres, à l'occasion notamment des colloques qu'on a bien cités de médecine et psychanalyse, et qui a eu aussi des moments de rencontres en dehors des situations professionnelles et de formation, mais qui ont été caractérisés par quelque chose que je voudrais là rappeler à la suite du mot de Bernard quand il dit la psychanalyse pure et dure. Bon, j'ajoute là un autre terme qui concernait certainement Daniel, et qui est la rigueur. La rigueur. Parce que à l'occasion des colloques, quand il y avait quelque chose qui semblait traîner dans un sens qui n'était pas, qui voulait rassembler à la psychanalyse, mais qui était quelque chose qui pour elle ne concernait pas la psychanalyse. Hein. Elle intervenait toujours, donc elle était très prête, très claire, hein, et sa façon de se rapprocher à la pensée freudienne, donc d'être d'une certaine façon freudienne tout le temps, comme c'était en dehors des colloques. Et quand on raisonnait de certaines choses, toujours il y avait un rappel à un raisonnement, quelque chose d'une résonance avec une pensée freudienne, une pensée psychanalytique rigoureuse. Et tout le temps, elle reprenait ça à l'occasion des rencontres d'une façon que ceux qui appartenaient, disons, à d'autres disciplines, quand même revenaient et qui étaient reprises dans le contexte qu'elle aurait désiré et qu'elle savait reprendre tout le temps. Donc voilà un souvenir que je dois à Daniel, à son enseignement. Voilà, merci. Allez-y. Je vous remercie de cette matinée qui était assez exceptionnelle, en émotion, en intelligence pour vos communications. Surtout, je suis dermatologue, et vous parliez du corps qui parle, et la peau nous parle également. Et vous avez repris effectivement des thèmes essentiels à l'écoute, parce que j'ai toujours dit que le patient m'apprend beaucoup plus que les livres, et que quand on gratte le bouton, on découvre énormément de choses sous le bouton. Et en particulier, vous parliez de la médecine narrative un petit peu, et j'ai appelé ça la dermatologie narrative, parce que j'ai eu la chance de travailler un peu avec l'Académie de médecine, et nous avions justement occupé ce thème
Et je pense qu'à Paris, il y a eu quand même, pendant quelques années, les universitaires peuvent peut-être confirmer ce que je dis, un diplôme de médecine narrative, mais qui n'a jamais été suivi parce que ça prenait trop de temps, que ça n'était pas obligatoire. Et je trouve que c'est vraiment bien dommage. C'est vrai qu'on a parlé d'un corps qui parle, et puis aussi, dans le corps, il y a la peau qui parle. La peau qui est l'organe le plus important du corps humain. Absolument. Et qui nous raconte énormément de choses. Merci beaucoup en tout cas. C'est vrai que la médecine narrative n'a pas eu encore le succès qu'elle mériterait d'avoir, qui est de faire une place quand même au récit du patient. Mais c'est une idée ancienne, hein, parce que Georges Canguilhem disait il y a le corps du patient, il y a le corps du médecin. Hein, Roland Gori est revenu à sa manière différemment. Voilà, donc on redécouvre chaque fois des choses qui sont quand même vraiment présentes depuis très longtemps. On leur donne des noms plus acceptables que psychanalyse. Hein. Merci. Oui. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Je suis Franck Desgraviers, je suis pédiatre. Je travaille avec Michel et avec beaucoup d'entre vous ici à Médecine et Psychanalyse depuis 1993. Et c'est donc un plaisir de rendre cet hommage et de vous voir rendre cet hommage à Daniel. Juste avant sa mort, 3 mois avant sa mort, on m'avait demandé si ma femme et moi, on pouvait l'emmener à Brantôme, où elle avait passé une partie de son enfance, je crois, et où elle avait envie qu'on retourne. Elle voulait nous emmener là. Et elle m'avait demandé si on pouvait écrire un livre ensemble sur le corps de l'enfant. J'avais accepté cette idée. On n'a pas eu le temps de la mettre en route. Et je suis d'autant plus intéressé de voir que Charlotte reprend ce flambeau. D'autant plus intéressé encore que j'ai travaillé récemment assez longuement sur le corps de l'enfant comme langage et que je retrouve des similitudes. Moi, ce n'est pas à partir de l'autisme, c'est à partir de la consultation de pédiatrie. Je retrouve des similitudes entre ce que tu dis et ce que j'ai pu penser au fil de ma maintenant longue carrière de pédiatre. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Bernard Gols, qui m'intéresse beaucoup, parce que ça fait longtemps que j'entends que ce soit que ce soit la pédopsychiatrie ou que ce soit la médecine, et le discours est parallèle, qu'il y a une fin des choses. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de fin des choses, mais j'ai quand même l'impression que on en parlait tout à l'heure avec Léniaud, dans l'idée qu'il y a un renouvellement possible, et l'optimisme, je le partage. Il m'arrive souvent, dans les séminaires et tout ça, d'expliquer à de jeunes pédopsychiatres que la vie psychique existe aussi, et que ça n'est pas un à côté du soin, et que ça ne sera pas après ce qu'ils auront fait et dit dans les protocoles et les nomenclatures que la vie psychique va surgir d'un seul coup. Mais ils ne me croient pas d'ailleurs, parce que là, quand ils disent ça, j'ai fait un dialogue de conférence avec quelqu'un qui travaille sur les TCC, sur l'hyperactivité. J'ai compris que là, on ne pouvait pas se comprendre, on ne pouvait pas parler, il n'y a pas de langage commun, parce qu'il partait d'un présupposé. C'est-à-dire que existait ce qu'il disait, et tout ce qu'il disait concourait à affirmer un théorème premier. Donc la discussion est impossible. Et on le voit bien d'ailleurs dans le mode de soins qui sont appliqués maintenant. Mais il m'arrive aussi de rencontrer des jeunes pédopsychiatres qui se rendent compte de la limite de ce qu'on leur a appris à l'université et qui ont envie d'autre chose et qui du coup vont voir des analystes pour au moins parler, peut-être faire une analyse, mais au moins aborder la vie psychique de l'enfant, alors qu'on leur a souvent dit que c'était quasiment une interdiction. Mais je finirai avec ça. Les sources de cet échec actuel, ou de ce qu'on vit actuellement comme un échec, et dont parfois je me dis, mais est-ce que ce n'est pas un problème de génération? Comment pensent les jeunes gens maintenant, les jeunes médecins, les jeunes psychologues? Et je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent très bien, parce que la pensée, c'est quand même quelque chose d'universel et qui n'est pas générationnel. Mais je pense que la psychanalyse a d'abord une responsabilité dans l'abandon, au sens large du mot, je parle, mais notamment les mouvements en chapelle, ont une responsabilité dans l'abandon de la psychanalyse parce qu'ils ont utilisé un langage qui n'était plus accessible. Et je pense que si on veut un retour, il faut passer par les jeunes générations, les jeunes pédopsychiatres, et par 2 points qui me paraissent très importants, c'est la mise en jeu de la politique, au sens large du mot, mais de la politique dans le soin à l'enfant et le soin psychique, parce que l'influence des dirigeants est très importante là-dessus. Et vous savez très bien, Bernard Gols en a fait l'expérience dans une vindicte dont il a été l'objet il y a 4 ou 5 ans, où les associations s'étaient montées contre lui. Il avait sévèrement attaqué de façon totalement injuste et imméritée. Je sais qu'il en avait été très touché. Mais ça montre bien comment on peut mobiliser une pensée négative et faire haro sur le baudet, pardonnez-moi. Et la dernière chose que je pense, et ça va en corollaire de ça, c'est que cette pédopsychiatrie ne peut retrouver, et la psychanalyse ne peuvent se rencontrer qu'à travers une réintroduction dans la vie sociale,
et dans l'introduction de la vie sociale dans la psychanalyse aussi. Ce qui, à mon avis, a été un grand défaut, c'est-à-dire qu'il y a eu une exclusion, de fait, de la pensée sociale et de son évolution. Un exemple tout bête, et j'arrête là-dessus. Moi, j'ai fait une analyse très longue, d'une 11 ans, 3 séances par semaine, classique. Ça existe encore, mais c'est presque réservé à une élite, maintenant, une élite financière, une élite intellectuelle, culturelle, si vous voulez. Et maintenant, il faut que ça passe par d'autres choses. Les psychanalystes le comprennent, et ils ont commencé à parler aussi dans les séances sans penser que c'était un engagement délétère pour le patient. Voilà. Donc je pense que cette dimension sociale est à prendre en compte si on veut vraiment que les choses existent. Et puis je crois quand même, et le mot de transdisciplinarité est un mot qui m'a toujours beaucoup parlé, je pense quand même qu'il y a un choc des intelligences et qu'elle transcende les spécialités. Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. À la dimension sociale, j'ajouterais quand même que, je crois qu'on a bien entendu ça ce matin, c'est que le bébé, l'enfant, ramène le corps. Et que la psychanalyse pour le socius est quand même moins hermétique si on parle aussi du corps au premier plan de nos réflexions quand même. On ne peut pas oublier le corps. Je cite toujours Merleau-Ponty, il y a très très longtemps, qui avait dit, dans une époque où la psychanalyse était assez éthérée et un petit peu désincarnée, où il disait « si la psychanalyse oublie le corps, elle finira par le payer très rapide, très chèrement ». Ça fait partie aussi de ce qui se passe, je crois. Je peux bien. Tout d'abord, merci pour les exposés de ce matin et leur qualité. Je suis Nicole Poré, j'ai travaillé 40 ans en cancérologie pédiatrique à Rennes. Et je suis psychologue et psychanalyste, et je peux vous dire que Daniel Brun a été pour moi un appui dans ce parcours-là. Je suis maintenant installée en libéral, toujours à Rennes. Je précise Rennes parce que Daniel Brun aimait la Bretagne. J'ai été sensible à ce que vous avez dit, Charlotte, sur cette question d'habiter le corps. Mais je voudrais aussi vous faire part d'un petit moment avec Daniel Brun, un moment récent. Là, il s'agissait d'habiller le corps. Je venais d'organiser, je suis membre du CA de la Société française de psycho-oncologie, et je sortais de cette journée, et j'ai rencontré, par hasard, au coin de la rue Daguerre, Daniel Brun. Elle était devant, elle sortait d'une boutique qui s'appelle Mage. Et elle me dit « Ah tiens, vous êtes là, oui, bon. » Et elle hésitait sur un vêtement. Nous nous souvenons de l'élégance de Daniel Brun. Donc j'entre dans la boutique avec elle, et elle me dit « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Donc je dis « C'est formidable, allez-y. » Bon. Je voulais vous faire part de ce moment-là avec Daniel Brun, qui, sa rigueur professionnelle, et qui en même temps, la légèreté de « On est chez Mage, dites-moi si c'est bien. » Voilà, grand merci. Merci à vous. Oui. Je ne sais pas si on entend, oui, c'est bon. Merci beaucoup à vous. Alors, peut-être Uriel Rosenblum, donc j'interviendrai cet après-midi, et enseignant ici. D'abord, vous remercier pour vos témoignages et la clinique. Peut-être un petit peu reprendre l'histoire du corps, mais cette fois-ci l'histoire du corps du psychanalyste en tant que clinicien, mais aussi du psychanalyste en tant qu'enseignant. Et je trouve, soit Bérangère ou Charlotte en particulier, les autres on les connaît bien, mais là, vous nous avez vraiment fait part de la façon dont on peut, par son corps, l'engagement de son corps, pouvoir transmettre à la salle ici, bien sûr, mais a fortiori aussi au futur, parce que vous êtes jeune, mais vous allez aussi transmettre, et vous nous transmettez. C'est-à-dire que, je reprends un peu la phrase de Bernard, parce que Bernard, tu nous dis, en effet, voilà, j'étais un transfuge de prairie de zen, et tu emploies le mot pédopsychiatrie. Mais moi, je me souviens, en étant l'élève de Lebovici, que les gens qui employaient ce terme pédopsychiatrie à l'époque, c'était des tenants, comme tu disais, de l'organogénétique.
et que nous, on employait le terme psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, qui est toujours l'intitulé du diplôme qui permet donc d'exercer en tant que pédopsychiatre. Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et je pense qu'à partir du moment, et je me souviens très bien de cette époque, c'était les années 84-85, où en effet il y avait ce conflit entre les psychanalystes, psychiatres d'enfants, et puis les pédopsychiatres. Et finalement là, je trouve qu'il y a eu un tournant où on a perdu sur le mot. Alors peut-être c'est pas important, mais je crois que c'est important aussi à ce moment-là de pouvoir se situer comme tenant d'un transfert sur notre pratique. Moi, je me souviens, quand les Bovici nous enseignaient, il enseignait toujours en disant « Ben voilà, j'ai rencontré un enfant en thérapie ce matin, je vais vous raconter ce qui se passe ». C'est-à-dire qu'on faisait, nous, en tant qu'étudiants, on faisait un transfert sur la clinique proposée par le psychanalyste d'enfant et par sa présence corporelle avec l'enfant ou l'adolescent. C'est-à-dire que là, on voit bien, quand tu disais, Bérangère, cette temporalité, ou quand tu nous parlais, en effet, de ces enfants au niveau de l'accordage sensoriel, c'est-à-dire qu'au niveau de notre transmission, nous avons une responsabilité à pouvoir organiser dans notre enseignement, notre transmission, un transfert sur notre présence dans un processus thérapeutique, pas seulement de la consultation, mais qu'est-ce que c'est qu'un processus thérapeutique qui dure et qui imprime la rencontre entre le corps du psychanalyste et le corps de l'enfant ou de l'adolescent. Et je crois que ça, c'est très important. Et en tout cas, vous nous avez montré, et Danielle Brun serait très heureuse d'avoir entendu ce qui s'est passé ce matin, de pouvoir... Là, on sait maintenant que la transmission est possible et que... Voilà, on est beaucoup plus tranquille, et je partage un peu ce que disait Bernard. Nous sommes plutôt optimistes dans la mesure où, certainement, moi personnellement, j'étais tenant de la psychiatrie de l'enfant avec les Bovici, et j'ai fait le pas de faire ma formation à Paris 7 à l'époque, avec Danielle Brun, j'en parlerai un petit peu cet après-midi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les psychologues ont une responsabilité dans l'enseignement de la psychanalyse de l'enfant aux psychiatres d'enfants. C'est-à-dire que la transdisciplinarité, elle est aussi là. C'est-à-dire comment les psychologues, aujourd'hui psychanalystes, peuvent, dans le cadre de séminaires, dans le cadre de supervision, pouvoir amener les jeunes générations de psychiatres d'enfants ou pédopsychiatres, comme on veut, à pouvoir s'intéresser non seulement à la clinique au niveau psychopathologique, mais à avoir du plaisir dans le processus de thérapie de l'enfant. Ça, c'est très important. Merci. Oui. Alors, une toute dernière question, si vous en avez encore une. Ah, vas-y, Michel, nous t'écoutons. Merci beaucoup pour cette matinée où Danielle est formidablement présente. Merci Pierre-Antoine de nous avoir emmenés dans la lecture de Danielle. Et un premier souvenir, on est avec Danielle... On va à l'atelier Ténois de Delphine Orvillers, où on rentre au cinéma MK2 avec un texte en araméen, en hébreu, et on se retrouve par petits groupes d'études. Et finalement, je me dis que finalement, ce à quoi Danielle m'a sensibilisée, formée, initiée, c'est tout à fait aussi inspiré de cet esprit du rapport très... exigeant, rigoureux et avec un souci de transmission et d'actualisation toujours du texte, avec la présence de Freud, qui est aussi les textes de récits des origines. Et voilà, je voulais revenir sur ce souvenir et peut-être en écho avec ce que vous disiez sur la... médecine narrative. Hier et avant-hier, j'étais rue de Chevreuse à un groupe qui a des ambitions académiques avec Columbia pour que la médecine narrative puisse être aujourd'hui enseignée de manière plus systématique. Et rue de Chevreuse, bien sûr, Danielle était là parce que, comme tu le rappelais, Jean-Michel, elle nous emmenait toujours dans des lieux... beau déjà, parce que la beauté et l'élégance, vous l'avez dit, étaient
toujours présent avec Daniel, ce raffinement en toute chose. Et dans l'aventure de la médecine narrative, pour moi, elle est aussi, qui se poursuit avec ses projets, elle est formidablement présente, toujours par cette question de l'interdisciplinarité qu'elle faisait vivre, avec aussi ce souci d'actualisation, son ouverture, bien sûr, dans toute forme de médiation aussi artistique, littéraire, mais aussi le langage du corps, la danse qui était si important, le regard, la photographie. Et ce qui était toujours formidable, c'était de se questionner sur cette scène de l'histoire sur laquelle on se retrouvait jetés ensemble, et comment on vient la questionner avec ceux dont on est issu, l'enfant en nous, le corps qu'on habite, la voix de l'autre. Et voilà, donc vraiment merci pour cette matinée où elle nous invite à poursuivre aussi politiquement, parce que j'ai des questions quand même aussi d'enjeux de transmission. Vous avez bien sûr rappelé le désastre dans lequel on est, sur la crise de la démographie soignante, et donc peut-être sur tout ce que vous avez aussi indiqué dans le souci de l'autre et dans le soin à l'autre. J'ai envie de prolonger la curiosité qui animait toujours Daniel. Comment on va faire pour transmettre ça dans la cité aussi ? Comment on va peut-être devenir tous soignants demain, puisque aujourd'hui on ne peut plus soigner parce qu'il n'y a plus de soignants. Donc comment finalement toutes ces questions que vous avez si bien soulevées, on va pouvoir les partager également dans la cité. Merci. Merci, merci Michel.